Bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui éclaire ceux qui donnent du sens à leur vie. Cette semaine, je reçois Valérie Thiersen, une femme inspirante qui a créé une entreprise dédiée au développement durable. On va parler de ses idées innovantes, de l'origine de sa motivation, ainsi que de sa stratégie pour passer à l'action. Je vous souhaite une bonne écoute. Mais par contre, si je réussis ce que je fais, ce sera une très bonne nouvelle pour cette planète. Là, tu viens de me le vendre. Je voulais pas de logiciel pour mon podcast, mais alors là, je le prends. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans La Fondamentale, le podcast qui sort tous les mardis sur vos plateformes d'écoute. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Valérie. Valérie, ça va ? Pour l'instant. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Bon, Valérie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ou tu veux que je te présente ? Non, je te laisse te présenter. T'as vu ? C'est bien. C'est vrai, je te présente. Je te dis comment je te vois. Ah, vas-y, dis-moi comment tu me vois. Ah, ça, j'adore. Moi, je te vois comme... Alors, le premier truc qui me vient, c'est une grande patronne. Oula. Et moi, c'est vrai qu'il y a le trac de me dire, ça y est, aujourd'hui, j'interviewe une grande patronne. Je fais un visage parce que c'est pas très radiophonique, le visage. Mais... Je reste sans voix. Tu restes sans voix ? Ouais, je reste sans voix. Je suis pas sûre que mon équipe, elle dise ça de moi. Ah ouais ? S'ils m'entendent, ils vont se marrer peut-être. Enfin, elle. Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? On est une équipe avec des personnalités très différentes. Et moi en particulier, qui suis très rationnelle et qui est très parfois un peu devant dans ma tête et qui embarque pas toujours les équipes avec moi ou peut-être pas de la bonne façon. Genre toi tu traces tout droit, voilà, moi je sais où il faut aller. Oui, c'est un peu ça, mais l'équipe est pas toujours d'accord avec moi. Alors je les écoute, mais elles vont me dire non, pas toujours, pas souvent. Donc je sais pas si je suis une grande patronne ou pas. Pour l'instant, j'ai pas réalisé grand-chose. Ah, c'est comme ça que tu le vois ? Ouais, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu peux nous dire la grande patronne de quelle entreprise tu es ? Alors, j'ai créé Green Score Capital il y a bientôt 5 ans. Ça fera 5 ans en octobre. On est un éditeur de logiciels qui vient évaluer la performance environnementale des entreprises et de leurs produits. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et notre particularité, c'est qu'on vient évaluer les pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Et on fait ça avec l'aide des données satellites. Donc, c'est une de nos petites particularités. La biodiversité, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Aujourd'hui, elle s'invite dans toutes les réglementations. Depuis la COP15 de Montréal, fin 2022, en fait, maintenant, on a des objectifs chiffrés en matière de biodiversité. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des spots à la télé maintenant qui passent du ministère sur la biodiversité. Ouais, j'ai vu ça. Donc, c'est un gros challenge à relever. Le changement climatique fait partie de ces challenges, mais la biodiversité englobe le tout, en fait. Donc, voilà ce qu'on fait et ce qu'on a créé. Donc, toi, tu édites des logiciels. C'est ça. Qui permettent de quoi, très concrètement ? Concrètement, qui vont permettre d'être en conformité avec la réglementation. Okay. Donc, soit tout ce qui est affichage environnemental aux produits, tout ce qui est reporting extra-financier. Il y a une loi en Europe qui interdit la déforestation importée. Il faut prouver d'où proviennent tes matières premières et être sûr que ça ne provient pas de zones déforestées. Et le deuxième angle d'attaque, c'est tout ce qui est cartographie des risques en matière environnementale. C'est mieux. On verra, on laissera les auditeurs faire leur avis. Et donc, en fait, il faut savoir que dans les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, tu as évidemment tout ce qui est perte de biodiversité locale qui entraîne des problématiques de pollinisation, par exemple. Je ne sais pas si tu sais, mais en Californie, aujourd'hui, on va polliniser les amandiers en achetant des abeilles qu'on fait transiter à l'autre bout du pays pour... voilà. C'est fou. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus polliniser les amandiers avec la biodiversité locale. Il y a tellement eu de pesticides que ça pose un problème. Et même les abeilles qu'on vient importer à chaque saison, elles finissent par mourir. Le taux de mortalité est énorme, donc on est obligé tous les ans de racheter des abeilles pour venir polliniser les amandiers de Californie. Donc ça, c'est un exemple. Il y a tout ce qui est surexploitation de nos ressources, et en particulier la ressource en eau. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'eau pour venir irriguer des champs de culture, pour aussi, alors c'est un peu moins connu, mais pour tout ce qui est extraction des minerais. Ouais. On a besoin d'énormément d'eau. Pour le cuivre, par exemple, il faut 2000 litres d'eau par seconde pour extraire et raffiner le cuivre. Et généralement dans des zones où il n'y a pas depuis plus de 500 ans. Donc voilà, c'est un sujet, l'eau.
moins il y a d'eau, plus ça pèse aussi sur la biodiversité. Donc le changement climatique, ça fait partie des pressions. Tout ce qui est pollution, tout ce qui est introduction d'espèces invasives. Par exemple, quand tu vas chercher à l'autre bout du monde des matières premières, que tu les ramènes et que tu ramènes avec toi l'algue japonaise qui vient coloniser les fonds marins, etc. Voilà, tous ces éléments-là font partie des pressions qui viennent s'exercer sur la biodiversité. On cartographie ces risques-là, ça permet aux entreprises d'identifier les problématiques qui peuvent peser sur leurs sources d'approvisionnement, sur leurs zones de production. En fait, eux, ils viennent te chercher pour avoir un peu un diagnostic, savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Ok. Et on est en train de regarder pour adresser également le secteur financier, puisque le secteur financier va devoir mettre en place une stratégie biodiversité au niveau de son portefeuille client et son portefeuille d'investissement. Et donc pour ça, il faut identifier quels sont les risques et les dépendances de ce portefeuille et de mettre en place une stratégie d'accompagnement pour faire avancer l'ensemble des entreprises dans le bon sens. Bien écoute, en tout cas, je suis ravi. Tu parles vraiment comme une grande patronne. Tu as le truc. J'avoue, je me suis laissé happer. Bravo. Comment t'en arrives là ? Alors moi, quand j'ai démarré ma carrière professionnelle il y a 30 ans, le premier truc que je me suis dit, c'est que je veux un jour me retourner et avoir fait plein de trucs. Je voulais pas du tout me cantonner dans un métier, dans une mission. En plus, ça m'ennuie au bout d'un moment. Je déteste la routine. Et puis, en fait, j'ai monté petit à petit les échelons jusqu'à arriver à un poste de direction générale où, à un moment donné, on m'a demandé de faire des choses qui étaient pas du tout dans ma nature, à savoir licencier des gens. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui construit, qui essaye d'amener les forces vives dans la construction de ce que je veux faire, mais pas dans la destruction. Et là, c'est plutôt l'inverse qu'on m'a demandé de faire. Et en plus, des choses qui n'étaient pas, pour moi, justes vis-à-vis des collaborateurs. Donc, quand j'ai quitté cette aventure-là, je me suis dit, mais je ne peux plus travailler pour quelqu'un, en fait. Je peux pas... En fait, c'est là où tu prends conscience à un moment donné que tu as fait les choses dans ta vie plus pour l'autre que pour toi. Et à un moment donné, on a les valeurs que tu portes, en fait. Il y a un problème de congruence, en fait, on appelle ça, donc d'alignement. Et je voulais plus vivre ça. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai dit, c'est terminé. Maintenant, je crée, mais pour moi, mais pour quelque chose d'utile et d'important. J'avais pas du tout réfléchi à dans quoi j'allais m'engager, mais en fait, quand on est aspiré comme ça par la vie professionnelle, à un moment donné, en tout cas pour ma part, je me suis un peu sclérosée. C'est-à-dire que j'étais aspirée dans un espèce de tunnel et tu vois pas le jour et tu vois plus finalement ce qui se passe autour. Et donc, quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, j'ai fait ce qu'on appelle une reconnexion au monde. C'est comme ça que je l'appelle. J'ai profité de ce temps-là pour me reconnecter à ce qui se passait un peu autour. Donc, je suis allée voir des conférences, je suis partie à l'étranger, j'ai fait des voyages d'études. On appelle ça des learning expeditions, des expéditions d'apprentissage. Je suis partie à New York, je suis partie à Shanghai et j'ai compris comment le monde avait évolué, que ce que j'avais pas vu du tout en fait. Et ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Moi, j'ai démarré ma carrière dans la finance. Je suis économiste de formation et j'ai quitté ce monde-là, mais j'ai retrouvé ce monde-là m'a repercuté de plein fouet et je me suis dit, mais oh là là, quelle horreur, en fait, finalement, parce que la place de l'être humain là-dedans, finalement, elle est où ? Je me suis posé la question parce que les innovations que j'ai pu voir, c'était comment je fais pour diminuer un maximum ma masse salariale, pour engranger un maximum de profit et de productivité. Et je me suis dit, mais ces gens-là, ils sont fous, parce que ils oublient que qui consomme aujourd'hui, c'est l'être humain. Et si demain, l'être humain n'a plus de boulot et n'a plus d'argent, il ne peut plus acheter. Donc, quel est vraiment l'intérêt de
d'être sur cette automatisation à outrance. Je parle de ça, c'était en 2018. Il y avait aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle qui commençait avec des grandes solutions où finalement il y a des départements entiers de recherche et de développement qui ont été supprimés au profit de l'IA. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas... Il y a un vrai problème. J'ai fait un salon aussi à l'époque qui s'appelait Change Now et qui s'appelle toujours Change Now et qui fait le tour du monde de toutes les solutions positives pour la planète. Et je vais à ce truc-là et je me dis, mais en fait, si, il y a des gens qui bossent pour un meilleur futur et on n'en parle pas. Et c'est franchement dommage. Et là, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, finalement, un futur soutenable est possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est là où j'ai commencé à cogiter, où j'ai juste pris un carnet, où j'ai commencé à noter des bribes de mots, des phrases, mais sans savoir où j'allais. Et je me suis dit, pour structurer peut-être un peu ma pensée, il faut que je rencontre des scientifiques. Et c'est là où tu dis, ouais, j'ai quand même un bon carnet d'adresses, ça fait très longtemps que je travaille, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, c'est génial. Et là, je regarde, zéro scientifique dans mon carnet d'adresses, bien sûr. En fait, on est dans deux mondes assez disjoints et on ne se parle pas beaucoup, ou pas forcément pour se dire du bien d'ailleurs. Et puis là, conjonction des planètes, on m'invite à une conférence d'une scientifique qui vient parler sur la problématique de biodiversité. Et donc, je suis allée voir cette scientifique. Et je dis, écoute, j'ai une idée en la tête, mais c'est pas encore complètement mature, mais voilà, je t'explique un peu ce que j'aimerais faire. Et elle m'a dit, c'est génial ton projet. Écoute, on se reparle dans 4 mois, parce que là, je pars en mission en Antarctique. Okay. Mais bon, moi, ça m'a permis de réfléchir et de construire un peu plus le projet sur lequel j'avais commencé à réfléchir. Et puis voilà, en fait, comme je suis une femme de chiffres, j'ai toujours été une femme de chiffres, pour moi, sans mesure, pas de progrès. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, finalement, on a quand même dans tous les systèmes d'information des entreprises plein de données. On peut en faire quelque chose, on peut créer quelque chose, on peut peut-être, du coup, combiner ça avec d'autres typologies d'informations pour créer, en fait, vraiment des indicateurs qui vont permettre à l'entreprise d'avancer. Donc voilà, tu vois, c'est un peu, à un moment donné, tu sais, c'est tu te prends un caillou dans la chaussure, tu dis, merde, bon, tu le mets dans un coin, tu continues à avancer, t'en as un deuxième, un troisième, et au final, ça fait une espèce, tu sais, de petit mont, et tu dis, bon, allez, c'est bon, je me lance. Toi, t'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 48 ans et j'ai monté ma boîte à 49. D'accord. Tu le lis à une remise en question de milieu de vie ou même pas ? Je ne sais pas si c'est lié au milieu de vie, mais c'est plutôt... En tout cas, moi, je lis plutôt ça à ma fin de vie. Qu'est-ce que je veux faire de mes années qui restent ? Ok. Et c'est à ce moment-là que tu te le dis ? Il y avait plusieurs fois où en fait, j'étais pas en phase avec ce qu'on me demandait de faire. Même le truc rigolo, c'est qu'à un moment donné, j'ai une entorse parce qu'on me demandait de faire des choses qui, pour moi, n'étaient pas... je citerai pas le mot à l'antenne, mais c'était bien vache pour les collaborateurs. Et moi, je dis, mais je peux pas faire ça. Donc, j'ai été arrêtée pendant plus de 2 mois. J'ai eu une entorse avec fracture au niveau de la cheville gauche. Oui, ton corps, il est venu dire... Mon corps, il est venu dire non. Ça ne passera pas, là. Ça passera pas. Et en fait, non, pour la petite histoire, c'est même encore plus fort que ça. C'est tous les jours, je regardais le ciel et je disais, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je m'arrête. Au bout d'une semaine, on est venu t'arrêter. On est venu m'arrêter. Ouais, l'univers. Quand tu dis on, tu dis qui ? Enfin, c'est l'univers. C'est l'univers. Ok, donc l'univers est venu t'arrêter. Ouais. En disant stop. Ouais. Et pendant cet arrêt, c'est là que ça commence à prendre forme chez toi, à te dire, ok, faut que je fasse autre chose. Peut-être ça va faire sourire les gens qui m'écoutent, mais je me suis ouvert à d'autres lectures à ce moment-là. J'étais arrêtée dans le sud de la France alors que je travaillais dans le nord. Je ne pouvais pas prendre l'avion parce que j'avais un pied tellement énorme. C'était interdit. On m'a dit, madame, non, là, vous risquez une phlébite, donc ça ne va pas le faire. Donc j'étais arrêtée chez Contrainte et Forcée dans le sud, chez une personne qui m'a dit, écoute, je te donne des livres à lire parce que comme tu n'as pas grand-chose à faire... J'avais pas mon ordi avec moi, télétravailler, c'était pas encore trop d'actualité à l'époque. Et donc, elle m'a donné des lectures comme Le réveil de l'intuition, comme, des choses que j'avais pas du tout l'habitude de lire.
Elle m'a aussi fait lire un bouquin, lui, qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle « Message des hommes vrais au monde mutant ». Je connais pas celui-là. Qui est les hommes vrais sont les aborigènes d'Australie, le monde mutant c'est notre monde à nous, quoi, et qui rappelle des vraies vérités et cette connexion à la nature qu'on a complètement oubliée. Et là voilà, c'est là où ça a commencé un peu à faire son chemin. Mais quand j'ai repris le travail, je me suis dit bon, je termine ce que j'ai à faire. T'es allée au bout? Je suis allée au bout parce qu'il fallait que j'accompagne les collaborateurs jusqu'au bout. Il y a du doute ou pas à ce moment-là? Non. Il y a pas de doute? Non, il n'y a pas de doute. Et en fait, il fallait vraiment que je tourne la page de façon tranchée. Après ma convalescence, on va dire, j'ai vu un ostéopathe. Et à un moment donné, il m'a dit, mais qui était un peu connecté, mais il m'a dit à un moment donné, madame, respectez-vous. Et ça m'a percuté d'une force où je me suis dit, mais il a complètement raison, je ne me suis pas respectée pendant des années. Où en fait, si tu veux, pour la petite histoire, donc quand j'ai pris ce poste de direction générale, je venais de divorcer. J'avais la charge financière de mes enfants. Et donc, quand tu as cette responsabilité-là, par moment, en fait, charge, quoi, sur les épaules. Tu te dis, non, ça, je peux pas le dire. Ah non, mais ça, je vois très, très bien. Voilà. T'as plus la liberté que t'avais avant. Et finalement, tu te pervertis complètement parce que c'est plus toi, et puis tu te fais du mal à toi-même. Et donc, j'avais besoin aussi de me réaffirmer en tant qu'être humain, en tant que femme. Et donc, j'avais besoin de clôturer cette histoire de façon affirmée avant de passer aussi à autre chose. Et alors, je remonte un petit peu dans le temps, si tu veux bien. Vas-y. On essaye. Tu vois, je reviens sur ce que je dis au début du podcast en disant que t'es une grande patronne. Vraiment, on sent que t'es une grande patronne. Et comment on devient une grande patronne? Quand t'es petite, tu te dis, tiens, un jour, je vais diriger des entreprises. Non. Comment ça marche? Non, je pense que c'est un trait de caractère. Je suis née dans une famille très, 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 très patriarcale. Okay. Je suis l'aînée. Je suis une fille. Oh merde, pas de bol. Pas de bol, ouais. Tu devais être un peu déçu. Je sais pas, mais en tout cas, je suis pas arrivée au bon moment. Après, voilà, mon père m'a élevée un peu comme un garçon. Maman était très, très occupée, parce que mes parents étaient commerçants, donc maman elle s'occupait pas vraiment de moi, en fait. Et puis, les parents de mon père, qui étaient encore dans l'affaire commerciale à l'époque, étaient très, très, très présents. Et donc, voilà, moi, je suis pas arrivée au bon moment. Ma maman elle a eu assez dur parce qu'en fait, ils l'ont fait travailler jusqu'à ce qu'elle ait ses contractions. Donc, en fait, maman a dû prendre 6 kilos pendant sa grossesse. Elle est allée accoucher à l'époque avec les bonnes sœurs, tu vois, dans les conditions sympas de l'époque, sur une planche en bois, avec des nanas qui n'ont jamais accouché de leur vie et qui ne savent pas du tout la douleur que ça peut avoir. Faire. Autant te dire que moi, j'étais une crevette quand je suis sortie du ventre de ma mère. Mais à peine rentrée à la maison, en fait, on m'enfermait dans la salle de bain, si tu veux, pour pas m'entendre pleurer la nuit, parce qu'à 6h du matin, il fallait qu'elle soit au turbin. Donc je pense que déjà, bébé, j'avais une putain de rage de vivre, en fait. Que ça m'a... C'est ma colonne vertébrale, en fait. Et donc j'ai été une enfant très, très rebelle. Très, très rebelle. C'est-à-dire que mes parents, quand ils voulaient que je fasse un truc, il fallait qu'ils me demandent le contraire. Et d'ailleurs, je dis, ça me fait penser à ma fille. D'ailleurs, c'était un peu compliqué parce que je les entendais des fois parler. Non, mais attends, Lucie, là, on se fait des nœuds au cerveau. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut que je demande. Alors, non, mais alors surtout, là, ne range pas ta chambre, je t'en supplie. Non, ne touche pas. Ok. J'étais comme ça. Ça t'a suivi tout le temps, ça? Ça m'a suivi tout le temps. J'ai un mal fou à me dire non, là, il faut que j'arrête. Enfin, à déposer les armes, on appelle ça. Je suis toujours... il faut toujours que j'aille jusqu'au bout des choses. J'ai du mal à demander de l'aide aussi. Parfois, ça m'apporte un peu préjudice. C'est le revers de la médaille, ça? C'est ça, un peu? C'est ça. Okay. Côté trop perfectionniste aussi. Mais je pense que, voilà, je suis un peu née comme ça. Et j'ai pas cherché à être leader, mais dès que je voyais un truc qui allait pas quelque part, il fallait que je t'en occupais. Je m'en occupais, je prenais les choses en main, et puis voilà. Donc du coup, on m'a donné assez naturellement en fait des postes à responsabilité derrière.
Moi, je me remets en question tout le temps. D'accord. En fait, s'il y a une chose que je sais que j'ai appris dans ma carrière, c'est que rien n'est jamais acquis, que une vérité qui est vraie aujourd'hui n'est pas vraie demain. Et c'est en ça où, je doute tout le temps, en fait. Mais c'est ce qui, je pense, fait ma compétence, parce qu'en fait, je suis toujours à réfléchir, à me remettre en question, à voir si j'ai bien fait, si je dois faire autrement. Enfin, j'ai mon cerveau qui tourne tout le temps. On n'est jamais sûr de rien, en fait, dans la vie. Et c'est encore plus vrai maintenant que j'ai créé mon entreprise. Tu vois, je suis un peu à un tournant où je me dis, purée, il faut que cette année, quelque part, j'arrive à transformer certaines choses. Mais je suis en train de me faire en même temps un shift. Ça fait d'ailleurs peur un peu à l'équipe. Parce que je me dis, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai du mal à transformer derrière en chiffre d'affaires, parce qu'il il faut rentrer à un moment donné là-dessus. Du chiffre d'affaires. Et donc, je regarde un peu comment je peux faire autrement. Donc, je suis jamais dans l'acquis. Quand t'en parles, il y a du doute, comme tu dis, mais il t'empêche pas d'avancer. Ça dépend. Il y a des fois, j'ai des gros coups de mou. Je vais quand même. Tu n'es pas une machine. Je ne suis pas une machine. Mais généralement, dans ces moments-là, je suis dans ma grotte. Je veux dire, personne ne me voit. D'accord, c'est des moments en solo. C'est des moments Ces moments-là, ils sont en solo. Ouais. Ok. Ouais. En tout cas, ça fait ça. Tu sais, il y a le côté doute, mais c'est j'avance. Et on verra bien. Il faut pas s'arrêter à ça. Et moi, je trouve que c'est une force d'être capable de ça. Tu vois, de se dire, on verra bien. Enfin, on verra bien. Je pense pas que tu te dises on verra bien, parce que t'as déjà tout vu dans ta tête. Mais il y a ce côté, justement, je sais à peu près ce qui peut arriver, et c'est pas si grave, on va gérer. C'est ça ? Alors, pas si grave, j'en sais rien, mais le côté on va gérer, oui. Finalement, ça, c'est la meilleure des confiances en soi. Pourtant, si tu savais, il y a des jours, je n'ai pas du tout confiance en moi. Je vais dans un truc, je dis, mais je n'en sais rien, en fait. Oui, mais tu vas quand même. Oui, j'y vais quand même. Oui, tu vois, c'est ça le truc. Oui, j'y vais quand même. C'est quand, en réunion de travail, tu as une super idée, tu la partages pas parce que tu dis, non, mais je suis pas légitime. Ah oui, ok, d'accord. On va jamais me prendre au sérieux, machin, etc. Et puis finalement, non, c'était une putain de bonne idée et c'est l'autre qui l'a sorti après toi, mais moi je l'avais aussi. Ah bah ouais, c'est trop tard, c'est con. Oui. T'es sûr que tu l'avais ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, toi, c'est ce genre de choses. Ou pareil, c'est tous les postes qui me sont passés sous le nez. Parce que je dis, ils vont venir me chercher. Mais non, bouge-toi, remue-toi les fesses. Et puis, vas-y, manifeste-toi. Donc, c'est ces moments-là qui m'ont rendu comme ça aussi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Quand on est patronne, qu'on a cette vie qui a l'air très prenante, et que ça prend du temps, je suppose, beaucoup de temps, est-ce qu'on donne toute son énergie pour ça et comment on fait pour garder de l'énergie pour autre chose ? Alors non, on met pas toute son énergie dedans parce que sinon, moi perso, je meurs. C'est pas possible. La musique fait justement partie de mon équilibre. La musique plus d'autres choses à côté que je fais, pour moi, c'est indispensable d'avoir quelque chose à côté. Parce que quand tu crées une entreprise, il y a des fois où ça va... Surtout dans un secteur innovant, où il y a quand même de la compétition. T'es pas solo sur le marché. Voilà, t'as pas forcément l'argent qui coule à flot, t'es pas dans une activité... il y a tout à faire. Et en fait, il y a des semaines où j'avais un niveau d'énergie pourri. Parce que t'as que des nouvelles de merde, en fait. Okay. T'as pas de nouvelles positives dans ta semaine, t'as que des tuiles qui t'arrivent. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible, en fait. Je pourrais pas tenir sur la durée si je fais pas d'autres choses à côté qui vont m'amener de l'énergie positive. Une fois, j'ai une discussion super intéressante avec l'ancien directeur marketing de HP. Et je dis, mais attends, t'es un simple consultant aujourd'hui, mais pourquoi t'avais un super job, tu gagnais super bien ta vie, mais pourquoi t'as arrêté ? Il m'a dit, ce truc très intéressant, il m'a dit, un jour, je suis rentrée chez moi, j'étais complètement vidée, zéro énergie. Il dit, ce que j'ai fait, j'ai listé tout ce qui me donnait de l'énergie et tout ce qui m'en prenait. Et au final, je me suis aperçue que ce poste me prenait de l'énergie, mais m'en donnait pas du tout. Et il dit, là, j'ai pensé... Oui, ça a été évident pour lui. Ça a été évident pour lui, maintenant j'arrête. Et en fait, j'ai repensé à ça quand j'étais pas très bien, il y a 2 ans, où j'ai dit, mais il faut absolument que je retrouve de l'énergie positive quelque part.
Et la musique, ça a toujours été, fait partie vraiment beaucoup de ma vie depuis longtemps. J'en écoute tout le temps, en travaillant, le soir, le matin, tout le temps. J'avais fait du solfège il y a très longtemps. Je chantais chez moi dans ma voiture et je me suis dit tiens, il faut que je reprenne le chant. Enfin, en tout cas, que je prenne des cours, que au moins ça va être des moments sympas dans ma semaine. Et j'avais envie d'apprendre un instrument et c'est là où je me suis mise à la batterie parce que cet instrument m'appelait. Je ne sais pas pourquoi. Il fallait que je fasse de la batterie. Et donc voilà, j'ai petit à petit j'ai mis ça en place. Donc aujourd'hui, en temps normal, j'en fais jusqu'à 6 heures par semaine. Hein. Ça fait 6 heures par semaine, voire même plus. Et en fait, c'est ce qui m'apporte un équilibre et qui me redonne de l'énergie. Et quand j'ai passé une semaine difficile, et ce qui est bien aussi quand tu fais une activité à côté comme ça, c'est que finalement, t'es plus la patronne, t'es juste toi. Parce que c'est lourd finalement à porter ce truc-là. C'est des responsabilités, c'est une équipe, c'est une vision. T'as tout sur tes épaules en fait. Et à un moment donné, tu te dis je le pose, je laisse aller. Stop. Sac à dos, je le mets là et je suis juste Valérie en fait. Point. Je sais pas. Je suis juste Valérie. Non, c'est très beau. Et la dernière question, en général, j'aime bien poser la question sur le sens de tout ça. Le sens de la vie, pour toi, c'est quoi ? T'as des mantras, il y a des choses ? La question philosophique qui tue de fin d'interview. Merci à tous. Voilà, c'était très sympa. On vous retrouve pour la suite. Dans le tome 2. D'ailleurs, est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Moi, des fois, ça peut me hanter. En fait, je pense qu'on vient sur Terre pour réaliser une mission. Que cette mission, elle va nous aider à nous élever un peu plus. Je rentre dans des choses très spirituelles, pour le coup. Un peu avec le côté, les âmes ont un nouveau... ont des choses à régler et à chaque fois, c'est ça. Absolument, à chaque fois, l'âme s'élève au fur et à mesure, ou pas. Par moment, elle bloque à certains niveaux. Mais, donc, on est là pour réaliser quelque chose, une mission de vie. Et qu'effectivement, pour moi, ta vie, elle va prendre tout son sens quand tu seras sur ce chemin. C'est là où va y avoir cette fameuse conjonction des planètes qui va faire que tu vas reconnaître que tu es sur ton chemin et que là, du coup, ta vie, elle prend son sens réel. Parfois, tu vas pas t'en rendre compte de suite, tu vas faire les choses parce que tu sens que c'est par là, mais tu sais pas forcément pourquoi, comment, quoi exactement, mais tu vas quand même avancer dans ce sens-là. C'est un peu, tu vois, quand j'ai eu cette entorse, qu'on m'a donné ces bouquins-là, que j'ai commencé à réfléchir, que je savais pas du tout où j'allais. J'écoutais toujours une chanson, qui est une chanson d'Adèle, qui s'appelle Chasing Pavements. Donc, construire les pavés, mettre en place les pavés chaque jour, même si tu sais pas où ça te conduit. Et cette chanson m'a beaucoup accompagnée parce que par moments j'avais l'impression effectivement de mettre un pavé après l'autre, faire un pas après l'autre sans du tout savoir où j'allais. Mais quelque part l'univers me disait d'aller dans ce sens-là, alors je suivais le flot. Et c'est seulement après où tu te dis oui, là c'est bon, je suis sur mon chemin, ma mission c'est bien ça, c'est bien et le sens de ma vie c'est bien ça. Mais je pense que c'est pas quelque chose de... en tout cas, moi, c'est pas un matin, je dis ça y est, c'est bon. Oui, c'est pas dans le mental en plus. Même quand t'en parles, il n'y a pas cette notion de tu le réfléchis pas forcément. Non, des fois. Tu l'agis, quoi. Enfin, tu l'actes, comme tu dis, tu mets les pavés. La plus grande difficulté pour moi, et c'est vraiment ce côté instant présent aussi, parce que j'ai toujours tendance à être un peu trop dans le futur et pas assez dans le présent. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu vas, en vivant l'instant présent, où les choses prennent vie, les choses prennent sens, où tu vas être vraiment dans l'instant du moment, tu vas, du coup, toute ta perception, tu as une acuité qui est beaucoup plus forte.
que si tu es dans le mental tout le temps, que ce soit dans le passé ou dans le futur, parce qu'on a tous, des fois, c'est soit l'un, soit l'autre, finalement, tu perds le chemin sur lequel tu dois être. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre à ces questions. Et c'est un vrai plaisir d'entendre. Partagez, merci beaucoup. Merci à tous, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouveau podcast. À très vite, bye bye. Merci d'avoir écouté La Fondamentale. J'espère que cet épisode vous a inspiré, qu'il vous a offert de nouvelles réflexions sur le sens de votre vie. N'oubliez pas, chacun de nous a une fondamentale unique à apporter à la grande symphonie de l'existence. Si vous avez aimé cet épisode, les classiques, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec vos proches. Un petit 5 étoiles est aussi le bienvenu pour nourrir l'algorithme. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos propres visions sur la vie. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et continuez à chercher ce qui vous anime. À très bientôt pour faire résonner la fondamentale.